Bonjour à tous, quoi de plus français qu'un bistrot, qu'un café, qu'un bar, ceux qu'on trouve sur toutes les places des villages de France? Si on s'en tient au nom des produits et des objets qu'on voit sur cette image, pas grand chose en fait. Parmi eux, on va avoir une première catégorie de mots qui sont empruntés aux langues du Proche ou du Moyen-Orient, de langues sémitiques comme l'hébreu, l'arabe ou l'araméen, souvent eux-mêmes empruntés aux langues iraniennes, aux langues indiennes et notamment au sanskrit. Et on va avoir une deuxième catégorie, beaucoup moins riche, de mots qui viennent d'autres endroits de l'Asie, qui viennent d'Afrique subsaharienne ou qui viennent des Amériques. Je vous propose une carte, un menu avec des produits qui portent tous un nom plus ou moins lointain, que je retirerai au fur et à mesure qu'on aura traité leurs étymologies. Et on va commencer par le mot le plus connu, le mot café lui-même, qui à travers l'italien et sa forme ancienne café, vient du turc ottoman, qui est lui-même la prononciation de l'arabe qahwa. Qahwa, c'est un vieux mot arabe qui a servi à désigner différentes boissons, dont le vin, avant de se fixer définitivement sur le café. Le mot qahwa est d'ailleurs repassé directement sous la forme kawa depuis l'arabe maghrébin pendant la colonisation de l'Algérie. Et il est bien difficile aujourd'hui de faire un lien phonétique entre le mot café et le mot qahwa. On voit que dans son roman Les Bohèmes du drapeau, Camus place le mot kawa en italique, comme il le fait aussi pour le mot mocha, presque synonyme de café, ce qui montre leur caractère encore exceptionnel dans la langue française de la fin du XIXe siècle. Le mot mocha est lui aussi un mot arabe, c'est le nom d'un port yéménite, Al-Moha, qui était le port d'exportation du café. Il est situé dans la région d'origine du caféier, qu'on localise quelque part dans le bassin de la mer Rouge, au Yémen ou en Éthiopie, dans la région de la ville de Kaffa, qui malgré son nom n'a rien à voir avec le mot café. Alors en général, dans les bistrots français, on boit le café dans une petite tasse, mais certains le boivent encore à la maison dans un mazagran, un mot qui est la prononciation française du nom de la ville algérienne de Mostaganem, qui commémore une victoire lors de la guerre de conquête par la France de l'Algérie en 1840. Et la tasse dans laquelle on boit le café dans les bistrots ressemble à un petit mazagran, sans pied et avec une anse. Le mot tasse, lui, est emprunté depuis des siècles à l'arabe tas ou tassa, qui le tenait lui-même du moyen persan tasht, qui signifiait bol et qui aujourd'hui signifie plutôt bassine. Et avec cette explication, on comprend mieux l'expression française boire la tasse. Mon père dit toujours que le sucre, c'est ce qui donne mauvais goût au café quand on oublie d'en mettre. Et le sucre, comme le café, c'est un mot qui a été emprunté à l'arabe. Mais l'arabe est lui-même un emprunt au persan qu'il avait piqué au sanskrit parce qu'en général, les mots voyagent avec les choses et les concepts et que souvent, ils sont victimes d'altérations phonétiques et sémantiques. Ainsi, c'est sur ce mot arabe sukkar que le latin scientifique va former le mot saccharum, qui est le nom des cannes à sucre, les plantes qui produisent le sucre de canne. Et c'est possible, bien que d'autres hypothèses soient proposées, que le mot rhum vienne de la terminaison de ce mot saccharum. En France, on aime boire le café au comptoir, au bar, le bar qui est un mot anglais mais qui avait été emprunté au français bar, la grosse barre métallique qui accueille les clients. En argot, on l'appelle le zinc, mais en général, il est fait de laiton, un alliage dont le nom est emprunté à l'arabe latoun, qui lui-même est emprunté au vieux turc Altun qui a donné le turc ottoman Altın, qui signifie or, et qui partage une origine commune avec la chaîne de montagnes qui s'appelle l'Altaï. Et pour s'asseoir au bar, on grimpe sur un tabouret qui, malgré ses airs, n'est pas un mot d'origine française. Il est emprunté à l'arabe tunbur, qui le tenait lui-même d'un mot persan. Un mot qui va aussi donner le mot tambour. Il y a quelques difficultés phonétiques pour expliquer son cheminement. Je vous mets des liens dans la description de cette vidéo pour ceux que ça intéresse. Mais on retient l'idée qu'on est passé de ce tambour à ce tabouret par analogie de forme et de son. Alors si on enlève de notre bistrot le bar, le tabouret, la tasse, le café et le sucre, il nous reste rien, non? Ah si, l'alcool. Ben non, lui aussi c'est un mot oriental, mais lui aussi il a fait un voyage compliqué. On est parti d'un mot acadien qui désigne une poudre noire obtenue à partir de l'antimoine. Un mot qui est passé par l'araméen kohla, qui a donné l'arabe, qui désigne encore aujourd'hui en arabe cette poudre noire obtenue par pulvérisation, sublimation ou distillation.
C'est lui qu'on appelle le col et qui sert à se farder les paupières. Et à travers le vocabulaire de la chimie, le mot col en est venu à désigner l'alcool. Alors des alcools, il y en a des tas, mais parmi les mots qui nous intéressent, on va retenir le mot cidre, déjà parce que j'aime bien ça, mais aussi parce qu'étonnamment, c'est un mot hébreu. Le mot hébreu signifie plutôt liqueur. Il est comme l'arabe sakar, issu de la racine sémitique shekar, qui signifie boisson alcoolisée. Il a voyagé à travers le grec biblique et le latin de la Vulgate jusque dans le breton sistre ou chistre. Et on retire donc de notre carte, outre le rhum, l'alcool et le cidre. Contrairement à la Bretagne où on trouve beaucoup de pommes, au Moyen-Orient et au Proche-Orient, on trouve plutôt des citrons. Et c'est là que depuis au moins un millénaire, de façon attestée, on boit une citronnade qu'en France on appelle la limonade quand elle est gazéifiée, quand elle contient des bulles. Alors en français, on fait une différence entre le citron et le lime, le citron vert, mais c'est bien avec le citron qu'est faite la limonade. Parce qu'en vieux français, le citron s'appelait lemon, un mot qui a beaucoup voyagé, passé à travers l'italien limone ou l'espagnol limon, qui le tenaient eux-mêmes de l'arabe. laymoun, Mais ce mot arabe avait, lui, été emprunté auparavant au persan, limon un mot qui est certainement d'origine asiatique, qu'on trouve par exemple dans le malais limao, ou le hindi et l'ourdou. Et on enlève donc de la carte le lime, la limonade, mais aussi le limoncello, qui est cette liqueur de citron italienne. En arabe, le mot laïmoun ne signifie pas toujours citron, limon, limon, notamment au Maroc où limoun désigne plutôt l'orange, en tout cas l'orange comestible, parce que les fruits du bigaradier, de l'arbre dont les fleurs servent à produire l'eau de fleurs d'oranger, s'appellent plutôt لارنج كاين اللي يقولوا بوسفير كاين اللي يقولوا نارنج وكاين اللي يقولوا لارنج. et orange aussi est un mot qui vient de loin. C'est certainement à un mot dravidien que le sanskrit a emprunté le mot passé ensuite par le persan narang, qui l'a transmis à l'arabe, dont l'espagnol a fait son jus. Le français va oublier le N initial de ce mot, certainement par l'influence du nom de la ville d'Orange, qui n'a rien à voir avec le fruit. Ça exclut de notre carte non seulement le jus d'orange, mais aussi l'orangina, une boisson développée dans l'Algérie coloniale et rapatriée en France à l'indépendance. Il y a bien sûr d'autres fruits plus ou moins exotiques qui portent un nom lointain. On va rapidement les évoquer parce qu'ils parfument souvent les sirops et les sorbets qu'on trouve dans les bistrots. On a par exemple l'abricot qu'on dit être un mot arabe mais qui est en fait la prononciation arabe du grec berikokia qui le tenait du latin precocum qui signifie précoce. On a la pêche qui est le nom latin persica ou persicum qui veut dire de la Perse. On a l'ananas qui est emprunté à travers le portugais au tupi-guarani du Paraguay. On a la mandarine qui est la prononciation portugaise et malaise du sanskrit mantrin et qui signifie ministre. J'y reviendrai un jour, c'est passionnant, il y a plein de trucs à dire dessus. Et la grenadine qui est un des sirops les plus consommés, qui ne porte pas un nom très exotique, qui n'est pas présent sur cette carte, mais que j'évoque parce que je lui ai consacré une vidéo que vous pouvez voir ici. Bref, tout ça pour parler des sirops et des sorbets qui tous les deux partagent une origine arabe. Le mot sharab a désigné différentes boissons, surtout le sirop, et il est dérivé de la racine arabe sharaba, qui a aussi par exemple donné le mot shorba, qui signifie soupe, la shorba qu'on peut consommer en Afrique du Nord, et notamment en Algérie. Mais il a aussi donné le turc, emprunté par le français sous la forme sorbet, qui est à l'origine une boisson glacée. Ainsi, shorba, sirop et sorbet proviennent tous d'un mot arabe, et deux mots sortent de notre carte. Bon, au moins il reste la catégorie des sodas et l'inévitable Coca-Cola, non? Ben même pas, parce que le mot soda est lui aussi d'origine arabe. Le mot désigne une plante du genre Soaeda, de laquelle on peut tirer du carbonate de soude quand on brûle ses feuilles. C'est de là que viennent le soda et tous ses dérivés comme la soude et le sodium. Quant au mot Coca-Cola, sa première partie est tirée du quechua kuka, qui désigne la plante, et la deuxième partie d'un mot d'Afrique de l'Ouest où la noix de cola est consommée comme un excitant grâce à sa forte teneur en caféine.
On a donc un mot andin et un mot ouest-africain qui font sortir le Coca-Cola et tous les autres colas de notre carte. Il reste le Red Bull, qui est évidemment un mot anglais, mais qui est l'adaptation d'une boisson thaïlandaise, adaptée au goût européen, et dont le nom Red Bull est une vague traduction du thaï, le gore rouge. J'ai consacré une vidéo à l'histoire de cette boisson thaïlandaise et à la symbolique du taureau en Asie. Je vous mets les liens en description de la vidéo. Alors tout le monde sait que le thé est d'origine chinoise. Quasiment tous les mots pour désigner cette plante viennent du mandarin ou du cantonais, suivant si le thé est arrivé par mer ou par terre. J'en ai parlé dans une vidéo sur le thé marocain, mais les différentes sortes de thé proposées sur notre carte sont intéressantes par leur nom. On trouve plusieurs variétés et plusieurs parfums courants, parmi lesquels on peut distinguer le thé oolong et le thé sencha. Le mot oolong signifie dragon noir et il vient de deux mots chinois, du mandarin ou et du mot long, alors que le sencha est un mot japonais. Il est la prononciation japonaise du cantonais et signifie simplement thé infusé. La bergamote qui aromatise certains thés est un mot tiré de l'expression turque beg armudu, poire du Seigneur. Le mot armut est lui-même emprunté au persan armut qui signifie poire, et le mot turc qui signifie seigneur est équivalent du mot bey qu'on retrouve jusque dans l'administration algérienne et tunisienne. Malgré le fort attachement des Chinois pour le thé au jasmin, cette fleur porte un nom persan, un mot qui est passé aux langues européennes et notamment au français par l'intermédiaire de l'arabe. Yasmine. Le chocolat comme le cacao viennent aussi de loin. Le chocolat est tiré d'un mot nahuatl dont on a perdu la trace, mais qui désignait bien une boisson chocolatée, un breuvage divin très différent de notre cacao actuel. Et le mot cacao est aussi un mot nahuatl, passé en Europe à travers l'espagnol cacao, qui a fortement raccourci le mot. Et ça, peut-être pour éviter une confusion. Parce que les Espagnols avaient aussi utilisé le mot cacahuatl pour désigner une toute autre plante, la cacahuète, très présente dans les bistrots, des bistrots qui, vous le voyez, sont remplis de mots très peu français. Et on prête même au mot bistrot des origines russes qu'il n'a pourtant pas. Le bistrot trouvant plutôt sa source dans de vieux mots français comme bistrot ou bistingue que dans le russe bistro qui signifie vite. Быстро. Et on peut terminer avec le mot tarif, prononciation française de l'arabe tarifa, qui signifie notification, information sur les prix, qui a transité par l'espagnol tarifa et qui nous permet d'effacer le dernier mot de cette carte, qui nous montre qu'un lieu aussi important que le bistrot français ne serait pas grand-chose sans tous ces mots immigrés, plus ou moins clandestins et finalement totalement intégrés. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des choses à rajouter, des mots que j'ai oubliés, mettez-le moi en commentaire. N'oubliez pas de commenter cette vidéo, de la liker, de la partager, de vous abonner à ma chaîne. Et on se retrouve très bientôt pour un tout autre sujet. Bye bye.